Corps, corps, corps à corps. Alors oui, je vous le disais, donc c'est très récemment que ce livre « Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ?» édition Albin Michel, publié par l'homme qui murmurait au président, hein, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, Jean-Pierre Jouyet, donc c'est son nom, qui a passé 40 ans dans les coulisses du pouvoir, comme il le dit lui-même. Eh bien, aujourd'hui, avoue qu'il est désabusé. Il fait le constat d'une machine administrative qui n'est plus maîtresse de l'État et qui asphyxie le politique et qui voilà, continue de préserver ses petits privilèges. Il regrette donc pendant ces 40 années de n'avoir pas pu réformer la machine bureaucratique. Il pointe la responsabilité de ceux qui, comme lui, je le cite, hein, je cite ces mots, comme lui, vivaient dans le sérail d'une grande administration qu'il nomme la monarchie républicaine. Il réalise aujourd'hui qu'il y a un décalage entre le réel et cette caste républicaine, c'est bien de le réaliser 40 ans après, et il se dit que finalement, eh bien, c'est un danger ce décalage puisque ça pourrait faire monter les populismes. Voilà l'inquiétude de Jean-Pierre Jouyet. Alors nous, bon, on s'intéresse pas particulièrement et pas seulement au livre de Jean-Pierre Jouyet, mais surtout à ces révélations et à ce fonctionnement en fait d'État de cette caste. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'en parler avec Pierre-Yves Rougeron et Paul-Antoine Martin. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes également avec Paul-Antoine Martin. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci également à vous, Paul-Antoine Martin. Vous avez écrit un livre justement sur cette caste, sur cette élite. Aujourd'hui, alors c'est Le Clan des Seigneurs aux éditions Max Milo. Et aujourd'hui, je vous ai vu d'ailleurs réagir justement à ce livre publié par Jean-Pierre Jouyet. Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre, aux éditions Albin Michel? Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça va droit dans la droite ligne de votre livre finalement. Ah oui, il y avait dans cet article qui parle donc et qui interviewe Jean-Pierre Jouyet, il y avait tout le condensé en fait du haut fonctionnaire, du très haut fonctionnaire actuel. J'y ai retrouvé effectivement les grandes lignes que j'ai pu observer, hein, moi, pendant 12 ans, puisque je les ai côtoyés pendant une douzaine d'années à haut niveau. Donc, c'était pas le corps de l'ENA, mais c'était le corps des ponts. Mais le fonctionnement est absolument le même. Et j'ai retrouvé chez eux et chez Jean-Pierre Jouyet, effectivement, les mêmes travers, et finalement, ça aboutit au même résultat. Donc, un État qui est... des hommes qui sont effectivement désabusés, mais qui sont profondément cyniques, profondément... et qui n'assument pas la responsabilité qu'ils ont eue dans cette dégradation du système. Ils en ont profité, surprofité, ils en ont usé jusqu'à la corde en nommant des amis, en nommant des copains de promotion, en nommant tout un tas de personnes qui sont du même corps qu'eux, du même grand corps qu'eux, et qui finalement ont une dette au cours de leur carrière avec celui qui les a nommés. Ils sont dans une relation de dette, et c'est un jeu de retour d'ascenseur en permanence, et on finit par avoir une structure qui est absolument loyale au grand corps d'État et non plus loyale à l'État. Et ça, c'est le plus grand travers que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, et qui conduit à un État qui n'est à une autre fonction publique, qui ne travaille plus pour l'État, qui travaille pour son propre compte et qui n'a plus foi en l'État. Alors, Pierre-Yves Rougeron, est-ce que justement ce que décrit Paul-Henri Martin, est-ce que c'est ça la définition, selon vous, de la monarchie républicaine, expression utilisée par Jean-Pierre Jouyet lui-même? Alors, c'est certainement ce qu'on entend par là. Ensuite, c'est un terme paresseux. C'est un terme paresseux qui n'est pas de lui, c'est un terme paresseux qui date des débuts de la Ve République. Et si vous voulez, quand on parle de monarchie républicaine, on accuse l'institution. Or, l'institution a peut-être des travers, mais c'est avant tout les hommes qui nous ont mis là. Et des hommes comme Jean-Pierre Jouyet. Donc c'est facile de dire les mécanismes, vous savez, c'est les roues dentées, c'est le vent de l'histoire. Moi, j'y suis pour rien. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Si vous voulez, bon,
les mêmes en 41, vous aurez dit Pétain, les mêmes avant 58, vous aurez dit qu'il fallait garder l'Algérie parce que bon, vous voyez bien que ça se passe mal. Si vous voulez, ils sont toujours du bon côté du manche, et à la fin, c'est jamais. Et ça, c'est terrible parce qu'il faut jamais oublier que des gens comme Jouyet, sociologiquement, hein, ces gens apparaissent, ils n'ont pas toujours été, y compris dans nos périodes de technocratie, pour une raison. C'est que nous, on savait écrémer la technocratie jusqu'au départ du général de Gaulle. Or, le grand problème, c'est que ces gens sont les enfants sociologiques de ce qu'on appelle la fin de la société de l'honneur en France. D'ailleurs, ça se ressent chez eux. C'est-à-dire que, comme on parle dans le Midi, ils n'ont pas de face. Et moi, ce qui me surprend énormément, c'est à chaque fois que je les croise, et en 20 ans, ça m'est malheureusement arrivé plus qu'à mon tour, c'est leur absence de face. Il manque pas de souffle. Rien vous arrêtera. Et là, que Jouyet, qui est l'un des pires enfants de la caste, la ramène, certainement d'ailleurs dans un but intéressé, parce qu'il estime que sa gamelle commence à s'alléger et que c'est pas tout à fait le genre à le supporter. Il n'y a pas un poste, je ne sais pas, d'ambassadeur au Pingouin qui pourrait se libérer. Parce que ce genre de livre est tout sauf innocent. Il y a une chance sur 5 qu'il l'ait écrit, donc bon, moi, ça ne m'impressionne pas, ça ne me déçoit pas parce que j'en attendais rien, mais je dois dire que c'est un témoignage douloureux de ce qu'est l'élite française, l'élite ou la prétendue telle élite française aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de plusieurs choses très importantes ici, Pierre-Yves Rougeron. D'abord, le sens de l'honneur, le sens du politique et de la politique qui a disparu justement au profit de cette technocratie. Et puis, juste si on reste sur la publication de ce livre, le fait que finalement, d'après vous, bon, c'est vrai que ça semble un peu étonnant de se réveiller 40 ans après et de dire « Ah, en fait, on n'a pas bien fait le travail ». D'après vous, il n'y a pas de regret, mais seulement un intérêt dans ce livre. Pour bien connaître le profil Jouyet, de le voir regretter, de le voir regretter quelque chose qui lui a servi et qui n'est retombé que sur la France pour le peu que la France est pour lui, ces gens-là n'en sont pas capables. Faut bien comprendre que ces gens-là n'en sont pas capables. Je me permets juste, avant de rendre la parole à Paul-Antoine Martin, qui a fait d'excellents livres là-dessus, de vous rappeler une chose. Il y a quelque chose qui est au cœur de la fonction publique de la 4e République, c'est que tout simplement, ces hommes viennent de la résistance. Or, on ne comprend pas la mentalité de la résistance si on ne voit pas que pour beaucoup, être dans la résistance, c'est éponger les dettes de la France. Si vous voulez, ce sont des gens qui prennent sur eux les péchés des pères. Or, ce qui est d'ailleurs l'un des esprits profonds des grands serviteurs de l'État depuis l'époque monarchique en France. Or, là, vous n'avez pas de fautes de père qui sont prises. Vous avez des enfants gâtés, pourris gâtés. Oui. Paul-Antoine Martin, juste un mot sur cette question. Vous pensez qu'il y a regret là, on parle de Jouyet, mais ça peut être aussi tout le reste de cette caste qui peut-être peut éprouver des regrets au fait qu'il n'arrive pas à réformer l'État de l'intérieur, ou vous pensez ici qu'il n'y a qu'intérêt ou autre? Bien, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit brillamment Pierre-Yves Rougeron. Ces gens-là n'ont jamais de regrets. Ils n'ont jamais de remords. Pourquoi ? Parce que, d'une part, comme disait Pierre-Yves Rougeron, ce sont des enfants gâtés. Ils n'ont jamais eu vraiment à faire d'efforts, à part passer un concours à un moment donné. Après, tout leur a été donné, surdonné. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin d'avoir du courage, puisque de toute façon, la carrière est garantie, surgarantie, ils ont tous les privilèges possibles. Le grand corps auquel ils appartiennent leur donne tout. Ils fonctionnent par intérêt, toujours par intérêt. Chaque action qu'ils posent est nourrie par un intérêt, toujours. Alors, rarement, j'en ai rencontré des gens qui avaient le sens du pays, le sens de l'État, le sens de faire bien pour l'État avant tout.
J'en ai rencontré, parce que toute la haute fonction publique n'est pas dans le cas de Jouyet, mais elle est profondément gangrénée et la masse critique a été très largement dépassée. Il existe encore des gens, effectivement, qui ont une moralité, on va dire, mais ils sont rares. Donc, pour revenir à Jouyet, non, il n'y a pas de remords, il y a du cynisme. Et le cynisme, c'est cet intérêt qui est sous chaque acte qu'il pose. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que ce n'est pas un intérêt pour l'État, c'est un intérêt personnel ou pour le grand corps. Mais de toute façon, c'est la même chose. Alors, comment est-on arrivé, finalement, allons dans le fond des choses aujourd'hui, comment est-on arrivé justement à ce délitement de cette élite? On a besoin d'une élite, on a besoin de personnes pour gérer notre pays. Comment est-on arrivé à ce délitement et comment est-on arrivé aussi à la prise de pouvoir de cette technocratie qui ne devrait être que finalement la gestionnaire d'un cap donné par des politiques. Et là, c'est là où peut-être que Jean-Pierre Jouyet a raison. Finalement, il dit, d'ailleurs, je vais citer un extrait de son interview, dans l'interview du Point, on lui pose la question: qui est responsable, politique ou technocrate? Et il dit: cette technocratie n'est forte qu'à partir du moment où les responsables politiques s'en détournent. Il ne suffit pas pour gérer l'administration, qui a un tropisme très conservateur, de donner des directives ou des directeurs et de laisser les services s'autogérer. Il faut demander des comptes. Voilà. En fait, ici, Jean-Pierre Jouyet montre bien que les politiques eux-mêmes ont peut-être, enfin c'est ce qu'il sous-entend, après on est d'accord ou pas, que les politiques ont oublié aussi leur rôle, leur cap politique, et finalement ils ont laissé la main mise à cette technocratie. Donc les politiques sont également responsables. C'est encore une façon de se déresponsabiliser. Toujours, moi je les ai vus chercher à se déresponsabiliser, toujours chercher à pointer la faute chez autrui. Ils ne se considèrent jamais responsables en fait d'un état de fait. Par contre, ce sont des gens qui ont une aptitude intellectuelle évidente. Ils vont faire des bons diagnostics. Et le diagnostic de Jean-Pierre Jouyet peut être très bon quand il explique qu'effectivement, les politiques sont asphyxiés, ou les actions des politiques sont asphyxiées par la technocratie, par la haute fonction publique. Donc, ce qui est dramatique, mais ce qui montre aussi le cynisme profond de cette machine dont ils font partie, c'est que le diagnostic va être bon, mais les actes posés ensuite vont être mauvais parce qu'ils sont de toute façon orientés vers un intérêt personnel et corporatiste. Pierre-Yves Rougeron, à cette question, on va dire, c'est peut-être la question de la poule et de l'œuf. D'où vient le mal? Est-ce que c'est la technocratie qui a pris le pouvoir ou est-ce que c'est la politique qui a laissé le pouvoir à la technocratie? Et dans les deux cas, comment vous interprétez ce glissement et puis la réponse de Jean-Pierre Jouyet justement à cette responsabilité portée par les politiques? Alors, il faut bien voir une chose. Vous avez des conditions historiques qui font que la technocratie peut prendre le pouvoir à certains moments par une défaillance de la classe politique. En France, vous avez eu un équilibre pendant la Troisième République, qui était un régime extrêmement imparfait et trop faible, et qui nous a d'ailleurs coûté la défaite de 40, largement, à cause de sa faiblesse, mais vous aviez un personnel politique qui était de relativement bonne qualité et qui s'équilibrait avec une fonction publique elle-même d'une relativement bonne qualité et très, très pétrie du pays. Sous la 4e République, c'est parce que vous avez la haute fonction publique qui sort du CNR qu'elle arrive à maintenir le régime. Parce que là, vous avez tout le problème de la 3e République, plus une purge à cause de la politique anti-gaulliste et d'un côté de la politique anticommuniste de l'autre, des partis centraux. Donc, résultat, vous avez déjà un En Marche d'un côté. Vous avez ce que la 4e République fait de pire, qui se coalise, c'est la politique des apparentements. Heureusement que la haute fonction publique française, d'un côté, a pris le pouvoir à ce moment-là. Mais c'était une haute fonction publique, premièrement militarisée, extrêmement militarisée, parce que ceux, évidemment, ils n'étaient pas tous militaires, mais entre ceux qui avaient fait la résistance, ceux qui avaient fait la guerre, c'était quand même les 2 tiers du cheptel. Et alors que là, vous avez un personnel politique médiocre, lui-même technocratisé, vu que je vous rappelle que la plupart des hommes politiques de premier plan sont des énarques, pour la plupart, oui, ou appartiennent au grand corps type mine ou pont. Donc, ce sont des gens de l'emploi à vie, d'accord, de toute façon. Et donc,
technocrate médiocre qui répond à politique médiocre dans un jeu de chaises musicales où chacun va devenir l'autre. Hein, et pour ceux qui n'en viennent pas, on les médiocrise par quoi? Par la politique du tour extérieur. C'est-à-dire, toi aussi, tu auras l'emploi à vie, donc entre dans le moule à beauf. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour moi, l'une des plus grandes sources, parce que, si vous voulez, tout tombe en même temps. Ça nous tombe dessus à partir de 1974. C'est un délègue du giscardisme. C'est très net. La caste ne se permettait pas ça, même sous Pompidou. Parce que déjà, premièrement, il fallait encore tenir son rang, il y avait une sociologie particulière. Mais quand la haute fonction publique sortie de la résistance est partie mécaniquement à la retraite ou est morte, vous avez eu ces nouvelles générations. Moi, je les avais interrogées pour mon livre sur la dette. Premièrement, ce qui m'a surpris, c'est leur indifférence. Et là, on parle d'une génération qui est déjà à la retraite, hein, donc les ancêtres de M. Jouyet. Hein. Leur indifférence au pays, leur fascination pour les techniques de management de fonction publique américaines qui ont échoué partout, aux États-Unis compris, mais parce que c'est américain, c'est bien, c'est chic et ça permet de se distancer du français de base qu'on méprise profondément. Et surtout, ce sont des gens qui ont accepté la xénocratie. Et je tiens à le dire, quand vous êtes un État souverain, vous avez un exercice qui est simple, qui est la confrontation au réel. Quand vous êtes en État xénocratique, c'est-à-dire que vous prenez vos ordres ailleurs, ce que fait avec plaisir la haute fonction publique française, c'est un instrument de déresponsabilisation qui n'a pas d'équivalent, parce que résultat, vous n'avez même plus à servir, il est légitime que vous vous serviez vu qu'il n'y a plus que ça à faire. Donc malheureusement, nous sommes arrivés dans un point, et la fonction publique communautaire, c'est la fonction publique française en largement pire, pour avoir été en face. Pire pour une raison, c'est qu'ils ont plus de budget. Hein. Donc c'est aussi simple que ça. Et surtout qu'elle a un rapport à la corruption qui est, comment dire, qui est beaucoup plus open, beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que là où l'énarque français va quand même pas faire ça devant vous, quand même. Donc il sait encore se tenir un minimum à table, mais l'eurocrate, pour l'avoir vu, sans problème. Or, le problème, si vous voulez, il est tout à fait normal qu'une élite pourrisse dans un État dénué de souveraineté pour une raison, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est que les gens qui veulent servir, eh bien alors, ils vont ailleurs. Ils vont servir au plus près, ils sont sapeurs-pompiers, ils sont militaires, ils vont servir dans notre industrie de l'armement, etc. Les meilleurs se détournent de la politique, les meilleurs au sens du caractère gaulien, vous voyez. Ils se détournent de la politique, et donc la caste ne peut que pourrir par un entreléchage et qui devient générationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des fils d'eux, qui sont généralement encore pires que le père dont ils ont pris le siège. Voilà, alors Paul-Antoine Martin, j'imagine qu'il y a beaucoup à dire sur ce que vient de dire Pierre-Yves Rougeron. J'aimerais bien qu'on continue de comprendre comment justement cette caste, on va dire, a pu, ce clan des seigneurs, comme vous l'appelez, a pu oublier la France. Comment on est arrivé au fait que ces personnes-là, qui sont censées servir la France, ne servent plus qu'elles-mêmes, ou alors, comme le dit Pierre-Yves Rougeron, des intérêts extérieurs? À quel moment est arrivé ce glissement, en fait? Je situerai ce glissement il y a une quarantaine d'années à peu près. Et ce que j'ai pu voir, bon, en tout cas de façon très, très pratique, c'est cette loyauté au grand corps qui, lui, alors, les grands corps, vous en avez 5, des vraiment grands corps de l'État, ils se sont accaparés l'État. Ils se sont appropriés toutes les places, en fait, toutes les places de grandes décisions, toute la haute administration, et il s'est produit aussi quelque chose qui est progressif depuis une quarantaine d'années, ce sont les pantouflages. Donc le passage dans le privé, voire après des rétro-pantouflages, donc retour dans la haute fonction publique. Et ce type de comportement montre, en tout cas très clairement, qu'ils vont se servir de l'État pour valoriser leur expérience ou leur carnet d'adresses dans le privé. Et
progressivement, ce genre de comportement, c'est fortement, comment dire, enfin, on va pas dire démocratisé, mais est devenu fortement habituel. Et il y a aujourd'hui un parcours qui est, au sein de la haute fonction publique, devenu très habituel. C'est rentrer dans un cabinet ministériel à 28 ans, à 30 ans, à 32 ans, y passer 2 ans, faire fructifier un carnet d'adresses, le valoriser dans le privé, et ensuite partir dans le privé, ce qu'on appelle le pantouflage, dans le domaine dans lequel la personne a travaillé en tant que conseiller ministériel. Oui, mais ça, je comprends bien, le pantouflage, etc., et comment ça fonctionne. Mais pourquoi, avant, ça ne se faisait pas, et depuis 40 ans, ça se fait? Qu'est-ce qui a changé dans leur tête, ou qu'est-ce qui a changé dans la France pour qu'on arrive à ça? Un désir de faire de l'argent, un désir de faire plus d'argent que de rester dans la haute fonction publique pendant toute sa vie. Et ça, très clairement, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus... Parce que, parallèlement, ils ont, eux, des collègues ou des amis de promotion qui sont partis directement dans le privé et qui ont fait beaucoup plus d'argent plus rapidement qu'eux-mêmes. Et donc, il y a eu cette attirance pour ensuite partir dans le privé. Moi, c'est ce que j'ai vu progressivement. Oui. Alors, Pierre-Yves Rougiron, même question, et j'en rajoute une, finalement, avec le constat que l'on fait aujourd'hui sur cette casse, cette technocratie qui a pris le pouvoir, et donc qui n'est plus patriote, et donc qui ne sert plus la France. Peut-on rêver, comme souvent on rêve, d'un homme providentiel, d'un nouveau De Gaulle? Ou est-ce que finalement, de toute façon, avec le système que l'on a aujourd'hui, De Gaulle ne pourrait pas sauver la France? Alors, à chaque fois que la France a fait appel à une personnalité exceptionnelle pour éviter, disons, la coagulation des décadences de différentes bourgeoisies, parce que le problème, c'est qu'on en arrive là. Vous avez une partie de la vieille bourgeoisie de droite qui aujourd'hui est dégénérée, et une partie de la bourgeoisie dite progressiste dont la dégénérescence est devenue un fait identitaire structurant. Mais c'est pas la première fois dans notre histoire, hein. Vous savez, je vous renvoie à un très beau livre sur la période pré-révolutionnaire qui est de Fadi El Hadj, très très bon historien de l'immédiate avant-révolution. Si vous prenez ce livre, qui est en plus très bien écrit aux éditions Passé Composé, et que vous lisez les portraits des derniers grands hommes de la cour, et que vous fermez les yeux, vous allez vous dire Laurent Wauquiez, oui, Laurent Wauquiez, Jean-Pierre Jouyet, Valérie Pécresse, vous allez les voir en revue en à peine mieux. Et là, vous comprenez la bourrasque qui va arriver en 1789, parce que la faiblesse attire la destruction. C'est un état de fait. Or, ce que j'ai peur, c'est qu'exactement comme à la fin de la 3e, exactement comme à la fin de la 4e, ces gens, à force de ne rien accepter, le jour où ça va mal aller, eh bien, ils vont tout simplement donner les clés au premier qui les ramassera dans la rue. Je vous le dis franchement. Un jour, le général Didier Tauzin, qui est un héros de guerre, me racontait qu'il avait croisé d'ailleurs, il n'en était pas tout à fait joyeux, Michel Alliot-Marie, lors d'un comice agricole chez lui dans le sud-ouest, et qu'elle lui dit, vous savez, nous, quand le bâton, je cite textuellement, quand le bâton sera bien merdeux, on trouvera un général bien con et bien patriote dans votre genre, et nous, on se tirera. Point. Fermez et fin de citation. Et en réalité, en secret d'alcôve, moi, c'est ce que j'ai le plus entendu. Moi, je suis content de pouvoir la citer parce qu'elle a eu la bêtise de le dire publiquement. Mais le problème, c'est qu'il y aura, par un choc exogène, vous ne pouvez pas sauver un État avec ceux qui veulent le détruire. Vous ne le pouvez pas. Ces gens ne le peuvent pas. Ils ne le veulent pas. Leur capacité intellectuelle, réelle ou supposée, leur culture qui, pour les connaître, est quand même pas tout à fait ce qui les caractérise le plus. On est quand même sur du vernis et du vernis un peu écaillé, mais ce qui leur manque, c'est ce que De Gaulle appelait le caractère. Vous savez, c'est quand le général De Gaulle croisait l'un des présidents de la 4e République, il disait, mon ami, quand je vous vois, j'ai envie de vous prêter ma colonne vertébrale. Et malheureusement, c'est ça le vrai problème. Or, il y aura un choc exogène,
puisque les chocs exogènes se multiplient et vont résonner dans les chocs endogènes que nous allons vivre et que nous vivons tous les jours. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur actuel, M. Darmanin, a dû faire réunion sur réunion pour est-ce que la France va entrer dans un phénomène d'émeute lourd pour un conflit qui, je vous le rappelle, est à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Donc, la France est devenue étonnamment fragile, entre autres à cause de ces gens, et à chaque fois qu'il y aura un choc exogène, et que le pays va se fissurer. D'ailleurs, je pense que Paul-Antoine Martin sera d'accord avec moi, une partie de plus en plus lourde va dans le privé parce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'ils sont en train de fuir. Un, ils fuient, et deux, ils font ce que fait M. Jouillet, c'est-à-dire au cas où, il y aurait une prise de responsabilité, c'est pas moi, c'est les autres. Vous savez, comme Pétain, comme Laval à Sigmaringen, qui ne fait que la défense de son procès. Or, ils en sont là. Ils savent que ça va craquer, ce ne sera pas leur faute de toute façon, donc ils vont se tailler et faire des réquisitoires en défense, dont le réquisitoire de M. Jouillet, et d'ailleurs vous en aurez plein d'autres. Et le problème, c'est surtout, est-ce que des alternatives sont prêtes? Parce que là, comme en 58, le pouvoir, parce que beaucoup de gens ont dit De Gaulle a pris le pouvoir en 58, c'est faux. Comme il le dit lui-même, il l'a ramassé dans le caniveau. Oui. C'est tout à fait vrai. Là encore, beaucoup de sujets, notamment le fait que cette caste, ce clan des seigneurs, ne porte aucune responsabilité. Et bon, là, il y a un livre plus ou moins mea culpa, mais de toute façon, même sans le livre, ils ne sont pas responsables des politiques menées. Ça pose quand même une vraie question. Attention, c'est pas un mea culpa. Je pense que Paul-Antoine Martin, on sera d'accord avec moi, c'est pas un mea culpa. Surtout pas de la part de Jouillet. Non, mais il y a un faux mea culpa à un moment donné quand même. Enfin, non. Ça, si vous voulez, c'est une formule que l'officier de plume a trouvée parce qu'il faut quand même bien draguer un minimum le chaland. Mais sincèrement, alors, surtout Jouillet, il n'en est pas capable. Si vous voulez, faut une épaisseur personnelle, si vous voulez. Je veux pas être méchant. Enfin, il serait. Vous étiez commandant de vaisseau dans la marine japonaise, vous perdiez un duel, vous faisiez seppuku. Vous voyez, c'est pas la même définition. Ça, c'est demander pardon pour le coup. Or, mais se demander d'abord pardon à soi d'avoir failli. Ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Et la seule chose qu'ils font là, c'est de dire nous, le système, parce qu'en réalité, le pardon que vous entendez, c'est le système. Le système, c'est pas nous. Le système, c'est l'horloge dans laquelle nous ne sommes que des petits rouages. Oui. C'est la banalité du mal, d'ailleurs. Comment? C'est la banalité du mal. C'est une façon de dire nous n'étions que les pions. Là, c'est plutôt la beaufrie du mal, là, pour le coup, parce que on a encore descendu d'un étage. Mais si vous voulez, ils ne sont pas. Le système doit vous demander pardon. Et je suis gentil. Je témoigne en votre sens. Parce que moi, comme j'y suis pour rien, mais que j'ai tout vu, ça, c'est un double message qui est envoyé. Premièrement, j'y suis pour rien, donc c'est pas la peine de trop s'intéresser à moi, vous, public. Alors qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur Jean-Pierre Jouyet, le père du gouvernement Macron 1. L'homme qui trouve au fond des poubelles du Parti socialiste de Marseille un certain Christophe Castaner, plus une partie de ce casting de rêve. Et deuxièmement, vu que j'ai déjà fait ce livre, je pourrais être encore plus bavard. Donc, si certains de mes amis ont quelque chose pour moi, il est peut-être temps de m'occuper, parce que sinon, je vais m'occuper tout seul. Oui, ça, en effet, on a compris le rôle de ce livre que vous sous-entendez. Paul-Antoine Martin, pour revenir justement à cette vision à ce qui va nous arriver finalement, à la décadence de cette caste et surtout de ce décalage de plus en plus important avec un peuple et avec une réalité surtout qui ne les comprend plus. Et comme le dit Pierre-Yves Rougeron, cette caste qui, elle, compte fuir finalement ses responsabilités et les éventuelles révoltes qui peuvent arriver. Donc, quel champ va-t-on laisser, quel champ miné va-t-on laisser aux Français? Je reviens effectivement sur la responsabilité. Il
et je suis parfaitement d'accord avec Pierre-Yves Rougeron, ils ne sont pas capables de une quelconque remise en question, même la plus petite soit-elle. Ils n'en sont absolument pas capables, puisqu'ils partent du principe que de toute façon, ils sont les meilleurs de ce que la France puisse produire. Donc de toute façon, ils se disent que qui que ce soit d'autre aurait fait pire. Donc ils sont de toute façon les meilleurs, ils ne peuvent absolument endosser aucune responsabilité. Oui. Donc ça, c'est la première des choses. Aucune responsabilité possible, aucune humilité. Donc qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux? Effectivement, aujourd'hui, on le constate tous, c'est un véritable... Alors, c'est pas encore un champ de ruines, mais ce sont des ruines. Ce sont des ruines dans tous les secteurs gérés par l'État, et puis quelques secteurs gérés par ces grands corps qui sont aujourd'hui dans les grandes directions du CAC 40. Alors, au niveau des grandes administrations, on voit que effectivement, chacun constate que depuis une quarantaine d'années, il y a un délitement généralisé dans tous les secteurs. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'effectivement, ils fuiront. Ça, c'est une évidence. Ils fuiront, ils ont certainement déjà pris des contacts ailleurs, ils se vendent à l'étranger, c'est évident, et ils cherchent aussi à se vendre dans le privé. Ils fuiront. Reste qu'aujourd'hui, ils occupent toutes les places et ils ont le pouvoir. Ils sont inamovibles, ou sauf si le peuple mais le peuple, c'est quelque chose ça reste très abstrait, prend conscience effectivement de la situation absolument dégradée que ces gens ont causé au pays. Et je pense qu'une des premières revendications que les Gilets jaunes auraient pu avancer, c'est justement sortir de l'angle mort démocratique ces gens-là. Et aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle possible sur ces gens-là et ils ne rendent jamais compte. Alors, comment reprendre le pouvoir une fois que ces gens auront disparu? Je pense effectivement qu'il y a tout un tas de gens qui sont capables parmi eux, mais qui sont... Alors, ça sera forcément chez les jeunes, parce que les plus anciens sont pris dans le système. Mais la situation est extrêmement délicate, et on a aussi perdu énormément de terrain par rapport à l'étranger. Moi, j'ai connu le domaine ferroviaire, le domaine portuaire. Ces domaines-là sont aujourd'hui totalement à la traîne en Europe par rapport à tous les pays qui nous sont adjacents. Donc on est minable, on a 20 ans, 25 ans de retard. Donc ça pénalise très considérablement l'économie française. Reprendre ça sera extrêmement compliqué. Ouais. Pierre-Yves Rougeron, question de la fin. Donc, finalement, comment on va arriver à la fin de ce système-là et si nous sommes optimistes, au retour d'un homme qui fait et qui porte le destin de la France et non ses intérêts privés? Alors, vous savez, à titre personnel, je ne suis pas totalement pessimiste sur que moi, l'expérience que le cercle Aristote m'a donnée, c'est que des gens capables, je les fais se produire toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Donc, si vous voulez, ces gens existent. Donc, je serai dans d'autres pays européens où il n'y a pas d'élite alternative, parce que j'ai été interrogé par différents pays pour copier l'initiative cercle Aristote ailleurs. Soit parce qu'il n'y a pas d'alternative populaire, soit il n'y a pas d'alternative élitaire. Il y a des tas de pays européens qui, pour moi, sont foutus. Parce qu'ils n'ont, par le haut et par le bas, qu'une seule ligne à suivre. Donc ça ne sert... Donc si vous voulez, si la ligne conduit au cimetière, eh bien tout le monde ira. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Or, en France, le fait que la caste existe a fait que nous avons un mouvement centrifuge des élites qui fait que les élites sont dans les confins en France. Oui. La plupart des hommes les plus aptes, vous les voyez là où l'élite ne veut pas aller. Vous les voyez à l'université, vous les voyez dans l'armée, vous les voyez dans certains types d'industries et je pense particulièrement à nos corps d'industrie de défense. Vous les voyez dans, comment dire,
Et vous les voyez dans certaines administrations où ils ont des positions assez... Et là, Paul-Antoine Martin, à mon avis, va reconnaître les portraits que je fais. Vous prenez un état-major d'une grande administration. Les numéros 1 et 2, ils appartiennent tous les deux au corps et ils répondent politiquement au corps selon les alternances. Donc, ils deviennent 1 ou 2 du ministère, de Bercy, de ce que vous voulez, selon les interlocuteurs qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est un jeu de chaises musicales. Et puis, beaucoup plus bas, vous avez des mecs qui généralement sont là parce que eux ne viennent pas du corps. Ils ont fait toute leur carrière dans la haute fonction publique et ils sont montés. Et eux, c'est ceux qui, je le vois dans certaines administrations, c'est ceux qui gèrent la quotidienneté. Et comme ils appartiennent pas au corps, ils sont, si vous voulez, ils sont considérés au-dessus du service d'entretien. Point. Donc, or, si, et ça malheureusement les partis alternatifs ne l'ont pas assez fait, nous avions une meilleure connaissance de l'État, ça nous éviterait d'avoir certains rêves, disons, adolescents que je vois ici ou là dans les droites alternatives ou dans les gauches alternatives. Un peu de sens de l'État, ça aide à devenir adulte. Or, nous aurions vu ces gens-là depuis longtemps. À titre personnel, j'en ai rencontré un certain nombre au cours de ma carrière. Et ces gens-là existent. C'est eux qui tiennent une partie de ce qui marche encore dans certaines administrations. Et c'est eux qui nous aideront à relever l'État parce qu'eux ne rêvent que de ça. Je suis peut-être trop optimiste. Je le vois au visage de notre ami. En tout cas, je pense que ces gens-là serviront. Alors, il y en a certains, il faut être honnête, ils ne demandent qu'à, comme disait George Orwell, à prendre à leur tour le fouet. C'est-à-dire qu'ils demandent à devenir la caste à la place de la caste. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est le ça, problème de toutes les révolutions. Ça nécessite un travail de repérage et un travail un travail d'écrémage également. Allez, Paul-Antoine Martin, vous voulez réagir rapidement à ce que vient de dire Pierre-Yves Rougiron et on va conclure ce corps à corps. Oui, effectivement, je souris un petit peu parce que c'est pas aussi évident que ça, mais ce qu'a dit Pierre-Yves Rougiron sur l'écrémage, effectivement, il y a un travail, chirurgical à mener sur les hommes qui ont ce caractère pour servir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, loin de là. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, en tout cas, sur une situation post, il faut supprimer tout ce qui est grand corps. À quoi sert un grand corps aujourd'hui ? Ça sert uniquement à se protéger. Ça sert uniquement à se protéger. Une élite n'a pas besoin de se protéger. Une élite, si elle est vraiment élite, elle n'a pas besoin de se protéger. Oui. Il faudra supprimer tout ce qui est pantouflage et retrouver une vraie déontologie. Vous savez qu'il y a Jean-Marc Sauvé, qui est le vice-président du Conseil d'État, ou qui l'a été, a réintroduit depuis très peu de temps les cours de déontologie à l'ENA. Oui. Ça en dit long. Et puis, il faut que les hauts fonctionnaires soient capables... mais si les cours de déontologie correspondent aux cours de laïcité à l'école, on est mal parti. Hein. Certainement. Peut-être, mais je pense que cet homme-là, Jean-Marc Sauvé, est de très haut calibre. Donc, je lui ferai complètement confiance. Et un haut fonctionnaire doit être sanctionnable et licencié. Oui. On doit pouvoir sortir du statut de haut fonctionnaire. Cette sanction doit être possible. Aujourd'hui, il n'y a aucun risque possible pour un haut fonctionnaire. C'est peut-être en effet l'une des bases du problème. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour ce rapide retour sur les 40 ans de trahison, on va dire, des élites françaises et notamment de l'administration française. Merci à vous, Paul-Antoine Martin. Je rappelle le titre de votre livre, Le clan des seigneurs, aux éditions Max Milo. Merci à vous, Pierre-Yves Rougiron, spécialiste en intelligence économique et directeur de la revue Perspective Libre dont vous parliez et fondateur du Cercle Aristote. Merci à vous deux.